Bonjour, nous sommes le 12 septembre 2023 et on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu donc, dans le pays où il a confirmé une nouvelle aide américaine de montant de 1 milliard de dollars. Une autre aide également d'un montant de 175 millions de dollars a été validée, qui inclut donc des munitions d'artillerie, notamment pour HIMARS, et ainsi que des javelines. Concernant la livraison des Abrams en Ukraine, donc un retard est annoncé, puisque les Américains ont prolongé la durée de la formation des équipages, donc on parle maintenant d'octobre. Le pilote russe qui a posé son hélicoptère en Ukraine, et dont j'avais fait mention dans ma vidéo il y a 15 jours, donc sur Tipeee et Patreon, a reçu une prime de 500 000 $. Et Kiev a été bombardé de nouveau par des Guéranes, donc même si la défense antiaérienne ukrainienne abat la plupart de ses drones, certains sont parvenus à franchir le rideau défensif. Alors maintenant, on se dirige sur le terrain, sur le front donc, de Louhansk, dans le secteur de Sinkivka, peu d'évolution. On note des combats au nord du village, mais donc ce dernier reste sous contrôle des Ukrainiens. Un petit peu plus à l'est, cette dernière semaine, pas d'informations sur les combats ni qui contrôlent les villages de Kisilivka et Kotlyarivka, donc ils restent dans la zone grise. Dans le secteur de Svatovier, donc Svatovier ici, donc sur la ligne de front, les duels d'artillerie continuent, notamment les combats de contre-batterie. Sur une vidéo, on voit un Tulpan russe être détruit. Un peu plus au nord sur Svatove, j'ai oublié de vous parler, il y a des combats au sud de Novoselivskié, ici sur la colline 190 exactement. Le village ici, aux dernières nouvelles, reste sous contrôle des Russes. On continue sur la ligne de front. Alors dans le secteur de Novoyeroivka, qui se trouve ici, les Russes ont repris un petit peu de terrain ici. Alors, cette dernière semaine, ça se compte en centaines de mètres, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur différente, puisque la couleur différente est utilisée uniquement pour les gains importants. Donc ici, les Russes continuent de mettre la pression sur les Ukrainiens. Donc, comme dit précédemment, ils ont repris un petit peu de terrain tout en perdant plusieurs chars dans leur attaque. On continue dans le secteur de Kremina, les combats continuent dans la forêt, mais sans évolution sur la carte. Dans la région de Siversk, pas d'informations cette dernière semaine. Spirne reste dans la zone grise, tout comme le complexe industriel au sud-est du village de Bilorivka. On se dirige maintenant dans le secteur de Bakhmut. Alors les combats ont repris en intensité au nord de Bakhmut, ici, avec un léger gain de terrain pour les Russes, ici. Au sud de Bakhmut, alors dans le secteur de Klishivka, donc sous la pression des Ukrainiens, les Russes ont quitté le village, puisqu'ils occupaient encore la semaine dernière la partie nord-est ici, donc ils se sont repliés derrière la ligne de chemin de fer que vous voyez ici. Les Ukrainiens n'ont pas encore sécurisé cette partie du village, donc ils restent donc dans la zone grise. Au sud de Klishivka, sur le village de Andriivka, après une importante préparation d'artillerie de la 3e brigade d'assaut ukrainienne, les Russes, là aussi, se sont repliés derrière la ligne de chemin de fer, ce qui fait que le village de Andriivka est donc abandonné. Les Ukrainiens n'ont pas encore envoyé les fantassins dans le village, donc ce dernier reste dans la zone grise. On continue sur la ligne de front, on arrive dans la région de Donetsk, qui est ici. Ici, l'information essentielle de cette dernière semaine, c'est que les Ukrainiens ont lancé une attaque en direction de Opitne, qui est ici. Donc les combats ont lieu actuellement à proximité du village. Et pour rappel, les combats sur Opitne, il y a maintenant déjà plusieurs mois, avaient été déjà intenses et coûteux pour les Russes pour s'emparer de ce village. On continue donc dans le secteur de Donetsk. Sur Marinka, ici les Russes continuent d'avancer dans les ruines de la ville. Là également, ce ne sont pas des gains importants cette dernière semaine. Ça se compte uniquement en centaines de mètres, et les Ukrainiens sont retranchés dans la partie ouest de la ville.
Ensuite, sur Vuhledar, il n'y a pas d'évolution, donc on se dirige sur le front de Zaporizhia. On va commencer avec la partie est. Alors ici, les Ukrainiens ont repris leur attaque sur Novodonetsk et Novomayorsk. Même si les villages restent sous contrôle des Russes, les Ukrainiens ont réussi une incursion, ont occupé les premières maisons du village de Novomayorsk, et ils ont été rapidement couverts par l'artillerie russe. Et dans le secteur de Novodonetsk, après plusieurs attaques depuis le nord, les Ukrainiens, donc ces dernières 24 heures, attaquent le village donc depuis l'ouest, en passant par ce secteur ici, et notamment une attaque depuis cette direction ces dernières 24 heures, une attaque qui a été repoussée. Un petit peu plus à l'ouest, sur Priotne, ici. Alors cette dernière semaine, les Russes ont repris du terrain dans cette zone, donc au nord-est notamment, donc ici. Et ces dernières 24 heures, les Ukrainiens ont à leur tour lancé une contre-attaque et ont repris une partie du terrain perdu. Donc le front au nord de Priotne est actuellement dynamique. On se rend maintenant dans le secteur donc, de Orikhiv. Dans les commentaires, on m'a posé la question qu'est-ce que cette partie représentait? Alors, souvenez-vous, au début de l'offensive, au mois de juin, les Ukrainiens avaient miné à distance cet axe pour justement entraver les renforts russes d'être acheminés dans le secteur des combats. Donc voilà, pour répondre donc à la question, c'était un secteur qui avait été miné à distance par les Ukrainiens. Sur Robotyne, alors le Challenger 2 qui a été détruit la semaine dernière a été détruit par un missile anti-char de type Kornet et non pas par l'artillerie russe, comme on pouvait penser au début. Concernant le deuxième char Challenger détruit, je n'ai pas pu trouver de vidéo, donc impossible à confirmer. Par contre, ceux qui ont la vidéo peuvent la partager en commentaire. Les Ukrainiens, eux, continuent de progresser. Alors sur le village de Novopoprivka, qui est ici, et également en direction de Verbovier. Ici, cette dernière semaine, les gains se comptent en centaines de mètres, donc il n'y a pas de forte évolution. A noter que les Ukrainiens insistent à l'est de Robotyne, dans ce secteur exactement, et du côté des Russes, donc ils essaient donc d'entraver cette offensive. Alors dans ce secteur, en perturbant l'approvisionnement ukrainien vers Robotyne qui passe par cet axe ici, entre Novodanilivka et Robotyne. Notamment, on a pu voir plusieurs vidéos de drones kamikazes russes qui opèrent donc sur les convois de ravitaillement ukrainiens. Et également, les Russes procèdent à du minage à distance dans le secteur est de Robotyne, où la 116e brigade mécanisée ukrainienne est actuellement à l'offensive. Et les Russes ont repris légèrement du terrain au nord de Verbovier, donc ici exactement. Donc voilà pour le front donc, de Zaporizhia. Sur le front sud, à noter que les Russes ont constitué la 25e armée combinée pour constituer des réserves sur le front donc, de Zaporizhia, mais également de Kherson. Et en parlant de Kherson, donc on se dirige donc, dans cette région. Ici, il y a eu une nouvelle tentative de débarquement donc, de commandos ukrainiens dans le secteur de Nova Kakhovka, ici, sur cette île exactement. Donc, attaque donc, de commandos avec des vedettes qui a été donc repoussée par les Russes. Mais ici, donc, les duels d'artillerie continuent de part et d'autre dans la région de Kherson, mais pas d'évolution sur la carte. Dans la région de Odessa, donc en plus des ports de Rivne et de Ismaël, un autre port ukrainien sur le Danube a été bombardé par les Russes, et notamment par les Guéran. Il s'agit du port de Kilia, et donc ici où un dépôt pétrolier et un terminal céréalier ont été touchés dans les frappes. En Crimée, un incendie s'est déclaré sur une base militaire dans la région de Simferopol, dû à une explosion. En mer Noire, alors on a une vidéo de commandos ukrainiens qui atteste de la présence donc, de ces derniers sur les plateformes offshore à l'est de l'île des Serpents. J'ai donc passé l'icône en jaune. Et enfin sur le pont de Crimée, ici, donc, qui avait donc, subi une attaque. Donc, aux dernières nouvelles, les réparations sur le pont sont terminées.
Donc voilà pour les informations au 12 septembre 2023. Donc en résumé, cette dernière semaine, il n'y a pas eu d'importants gains territoriaux de part et d'autre. On note sur Bakhmout que les Ukrainiens continuent de progresser dans le village de Klishivka, les Russes ont quitté le village, ainsi que le village d'Andreïvka, qui est plus au sud. Sur le Donetsk, il y a actuellement donc des combats en périphérie de Opitny, donc qui est un village au nord de l'aéroport de Donetsk. Sur le front de Zaporizhia, les Ukrainiens continuent d'attaquer à l'est sur les villages de Novodonetsk et Novomayorsk. Sur le secteur de Robotitne, les combats continuent également. Les Ukrainiens continuent d'avancer. Cette dernière semaine, cela se compte en centaines de mètres. En mer Noire, on atteste une présence de forces ukrainiennes sur les plateformes offshore à l'ouest de la Crimée. Et les réparations sur le pont de Crimée sont terminées. Donc voilà, une question qui m'a été posée sur le code couleur rouge. Pourquoi est-ce que la Crimée n'est pas en rouge? Alors, tout simplement, la couleur rouge que vous voyez ici, ce sont les gains territoriaux russes depuis le 24 février 2022. Donc ces codes couleurs représentent des indications militaires et non politiques, puisque la Crimée n'est pas en rouge, car au 24 février 2022, l'armée russe contrôlait déjà cette zone, et que le code couleur rouge ne correspond uniquement aux gains territoriaux russes depuis le 24 février 2022. Voilà, et bien écoutez, portez-vous bien, à très bientôt, et encore merci.